Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout ailleurs. Bienvenue dans ce magazine sur votre télévision, le magazine Savoir Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de ce partenariat toujours qui fait la une de l'actualité sur les mines congolaises. Voilà pourquoi beaucoup d'observateurs disent que la RDC n'a jamais été capable de pouvoir prendre ou sécuriser bien sûr ces mines. C'est ainsi qu'elle a fait recours au niveau des États-Unis pour arriver bien sûr à trouver une sécurité pour ces mines dissipées sur l'ensemble de la République. Et pour évoquer cette question, je reçois pour vous sur ce plateau le professeur Barnabé Milala. Il est bien sûr expert en gouvernance minière. Prof, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous allez très bien, parce que ça fait très longtemps que nous vous avons reçu sur ce plateau. J'étais dans une mission de recherche à l'Est, je suis revenu. Recherche toujours dans le secteur minier. Oui, secteur minier. J'étais sur le terrain, j'étais à Mabanga, j'étais à Mambasa, pour voir ces vrais problèmes artisanal chaotiques, mais l'environnement aussi. La grande rivière de l'Ituri a un vrai problème d'environnement parce qu'il y a des éboulements avec l'exploitation des Chinois qui ont de grosses machines de Ponclin, mais se définissent souvent comme des artisanaux alors qu'ils sont vraiment des industriels. Il faut un vrai travail au niveau environnemental pour sauvegarder nos rivières, etc. Et puis, Mabangala, c'est de l'or, il y a les miliciens qui ont envahi, donc c'était la suite de mes recherches. J'ai écrit sa sortie d'un livre, intitulé De Léopold II à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Révisitation, un peu pour voir toutes ces questions. Oui. Mais selon votre regard, en votre qualité d'expert, surtout en gouvernance minière, est-ce que nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, la gouvernance dans les secteurs miniers se porte à merveille? La question de cadre normatif a été réglée par la loi, donc Code minier de 2018, mais la question morale, c'est ça l'enjeu. La question morale impacte sur l'ensemble du secteur. Je peux donner un exemple. Vous savez déjà que pour les églises qui, normalement, devaient jouer ce rôle moral, vous le savez, pour choisir, par exemple, le président de la CENI, ce sont des confessions religieuses qui, moralement, ils ne s'entendent jamais. Donc, c'est l'indicateur d'une crise. C'est les bémols, hein? Une crise, quand un pays est bloqué sur le pas moral, c'est-à-dire l'incapacité de trouver un consensus, c'est très, très grave. Et donc, nous nous situons dans des polémiques et donc on est toujours éparpillés. Et donc, ça impacte sur l'ensemble. La question normative, c'est ça la vraie question de la gouvernance. Normes, c'est-à-dire des normes juridiques. Oui, nous avons un code, nous avons les règlements miniers, mais sur le plan moral, tant que vous n'avez pas résolu, c'est ça qu'a porté notre étude. Comment nous pouvons justement capaciter ces codes aux deux niveaux, au niveau industriel, semi-industriel, artisanal, moralement. C'est ça l'enjeu et nous avons des propositions à faire là-dessus. Et donc, pour vous, les Congos souffrent d'un problème moral parce que tant que nous n'arrivons pas, bien sûr, à trouver des consensus sur le plan moral, nous allons toujours continuer à patauger, que ce soit sur le plan politique, économique. Donc, parce qu'il n'y a pas de compromis sur le plan moral. Un pays, c'est ce qu'on appelle l'État profond, doit avoir un accord minimum, fondamental, dans tous les pays. Mais chez nous, il y a un accord sur rien du tout. Les églises qui pouvaient nous aider donnent l'impression d'être des extrémistes. Quand j'écoute souvent le cardinal Ambongo, je le vois extrémiste. Ah bon? Ah oui, il est tout à fait extrémiste, de mon point de vue. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on doit être d'accord. Et c'est là la question morale. Et si ce n'est pas fait, on va aller dans une grande fracture comme on l'est. Or, j'anticipe, les deals que nous avons, c'est un fait extraordinaire, qui n'arrive pas dans l'histoire d'un peuple 50 ans, avant 50 ans.
Nous sommes à une époque de valorisation de minerais stratégiques et critiques. Pour aller vite, la transition énergétique fait que toute l'industrie, si vous voulez, thermique, donc les moteurs à essence, etc., on va les laisser vers des batteries électriques. Et nous sommes le premier à avoir la grande réserve de cobaye du monde. Mais les gens ne réalisent pas ce que ça veut dire en termes d'argent. Ça veut dire que financièrement, nous serons au plafond, financièrement, dans le monde. Ah oui, absolument. Si nous prenons la date butoir de 2035, c'est-à-dire la fin des moteurs thermiques, nous commençons des voitures électriques, mais tout le monde se rue sur le Congo, avec les lithium, avec les cobalt, etc. Mais en termes financiers, c'est un pactole incroyable. Et de ce genre de choses, lorsque nous parlons du président de la République qui a l'opportunité, le destin fait que nous puissions avoir ça, les gens devaient avoir ne fût-ce qu'un consensus minimum. Mais regarde la classe politique, comment elle traite cette question. Il y en a même qui font un lobbying pour que ces deals ne puissent pas avoir lieu. C'est de l'idiotie, excusez-moi. Moi, ça m'énerve énormément. Ah bon? C'est une affaire de génération. Les fonds miniers qui est là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les fonds miniers, c'est que nous sommes dans des ressources épuisables. Il faut, du point de vue du développement durable, pour les générations qui viennent, ces choses vont s'épuiser. Mais dont l'argent n'a pas été bien géré, hein, ça vous le savez. Les fonds miniers créés, mais l'argent en question n'est pas bien géré. À part la gestion, le vrai problème, c'est la hauteur de ces fonds lorsque les deals seront en fonctionnement. Ce n'est pas ce genre de montant qu'on aura, je vous assure. Nous aurons des montants pharaoniques. Mais qui malheureusement ne vont pas servir à ces peuples qui continuent toujours à souffrir de la mauvaise foi de nos dirigeants. Non, permettez-moi, M. Akili, il y a une responsabilité collective. Ah bon? Ah oui, je prends les choses... À tous les niveaux? À tous les niveaux. Je vais vous illustrer ça. Prenez le matériau de construction, ici à Kinshasa, n'est plus qu'ici. Mais c'est géré par la division des mines, c'est-à-dire la caillasse, le sable, construction tout simplement, les ciments tout simplement. Vous savez que pour arranger cette voirie ici, il ne faut pas nécessairement les sommets. Ça peut se faire par les bourgmestres. Lorsque j'ai beaucoup aimé les bourgmestres de Mongafula, nous allions acheter la caillasse au Bas-Congo, chez les Chinois. Oui. Mais il a trouvé un mécanisme, il a donné un terrain à Mongafula aux Chinois. Ils nous vendent ça maintenant à Mongafula. Vous achetez une tonne de... Ce qui facilite maintenant à la population de ne plus faire de longues distances. Ça veut dire quoi? Lorsque nos institutions à la base font des jointes ventures, comme le font au plus haut niveau, nos 9 entreprises qui émergent du portefeuille au niveau minier ont de jointes ventures. Très mal gérées, on peut en parler si vous voulez. Mais si les institutions à la base, prenons la ville de Kinshasa, mais vous prenez les 24 communes, à l'exemple par exemple de Mongafula sur la caillasse, ils trouvent un deal au niveau primaire, parce que ce deal-là est une concaténation. Ne croyez pas quand on a... Le chef de l'État a une vision qui se trouve... Et beaucoup ne le savent pas, il en parle. Nous avons un plan national stratégique de développement au ministère du Plan, et vous allez voir que c'est la vision du chef de l'État et de mise en œuvre. Mais il faut lire ça pour voir dans le domaine des mines qu'est-ce qui est prévu. Personne ne lit, tout le monde parle vision. Quel est le contenu? Il existe un contenu. Il faut prendre le plan stratégique national qui est là, avec ces 6 piliers. Vous prenez le premier pilier, deuxième, vous voyez, les mines se trouvent. Les mines, ce n'est pas la priorité. Le chef de l'État, pour lui, c'est la culture. Et c'est important, la culture. Mais au niveau de mines, il faut qu'il y ait à la base des institutions qui vont nouer également des deals avec des entreprises, mais avec des coopératives aussi. Parce qu'un des grands problèmes, pourquoi nous faisons des deals? Parce que c'est un problème de finances. Oui.
Pourquoi est-ce que l'artisanat ne marche pas? Parce que les coopératives n'ont pas d'argent. Pourquoi on met les gens en coopérative? Il n'y a même pas des zones d'exploitation artisanale aussi. Il y en a, mais beaucoup sont en clandestinité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire nous avons 1% de ces zones artisanales et c'est le ministre qui détermine. Ça, c'est une zone artisanale. Mais tout ce qui reste, c'est dans la clandestinité. Les gens opèrent avec des complicités avec les magistrats, avec l'ANER, avec le chef de division. Les officiers militaires également. Les officiers militaires, tout ça. Donc nous sommes dans une immoralité flagrante. Flagrante. Bref, pour revenir à ce que je disais, résoudre le problème moral est le problème de contrôle collectif. Il ne faut pas seulement attendre les institutions de contrôle telles que l'inspection générale de la finance, la Cour des comptes, les parlements, et parfois ils ne le font pas. Quand vous allez à la MIBA, vous allez vous rendre compte qu'il y a des années où il n'y a pas eu contrôle parlementaire. Mais comment ces gens-là vont faire parce qu'ils estiment que là-bas, il n'y a rien. Parce que vous savez que les députés, même pour arriver bien sûr à faire ces contrôles parlementaires, ils misent aussi sur, en tout cas, ce qu'apporte l'entreprise. Ils ne peuvent pas effectuer des missions parce qu'ils savent qu'au finish, on n'aura absolument rien. Ça aussi, c'est toujours sur le plan moral. Moi, je vois les choses autrement. La MIBA a des jointes aventures avec des partenaires. Et l'IGF a fait de contrôle, l'inspection là-bas. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas un site web à jour. Comment la MIBA ne peut pas avoir un site web à jour? Et quand on lui demande de montrer les contrats, les dirigeants ne montrent pas les contrats. Les contrats de joint venture, la MIBA a des partenaires extérieurs. Et la MIBA a tous les permis d'exploitation et d'exploration et de recherche de tous les grands Kassai. Mais qui continue à peiner pour sa relance. C'est la même chose avec la GECAMINE. Et le même problème. Je vous donne l'exemple. Comment vous pouvez penser que la GECAMINE peut avoir comme frais de fonctionnement 60 millions de dollars mois et n'a pas avoir l'outil capable de pouvoir faire son travail? Frais de fonctionnement 60 millions de dollars. Le mois. Et tous ce sont les directeurs qui se partagent une sorte de bourgeoisie à l'intérieur là. Et quand on leur donne... Pendant que les travailleurs eux-mêmes vivent les travailleurs, les syndicats très aigus, hein? Vous voyez, c'est ça le sérieux. Et quand il y a des entrées, ils disent non, on ne met pas dans les trésors publics les avances de fiscalité parce que nous sommes une société commerciale. Mais tout ça, c'est créé par nous-mêmes, les Congolais. Bref, le plus important, ce n'est pas au sommet. C'est les institutions à la base. Je vous donne l'exemple. Le plus important pour vous propres, ce n'est pas le sommet. Ce n'est pas le sommet parce que je vous donne l'exemple des matériaux de construction à Kinshasa. Vous voyez comment sont les routes. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a défini une vision, la mise en œuvre, de pouvoir les faire jusqu'au niveau de la base. La base, c'est les fondements. Je vous donne l'exemple de Bouma de Mongafula avec les Chinois. Nous allions acheter la caillasse au Bas-Congo. Il a donné un terrain. Sur Mabanga là-bas, ceux qui connaissent Mongafula au niveau derrière Kogelos. Et les Chinois ont leur ponclin là-bas. Vous allez acheter, vous achetez le sable 10 tonnes, vous donnez $100, vous avez et les 10 tonnes et les véhicules, ça vient vous déposer dans 30 minutes. Vous achetez 10 tonnes de la caillasse dans 30 minutes. Mais qui gère ça? Les matériaux de construction, c'est toujours les mines. C'est la division urbaine des mines. Il faut donner du travail à tout le monde. Mais les mines, c'est jusqu'au niveau de nos bourgmestres, de nos communes. Le travail doit être fait à la base. Les vrais deals, c'est à la base, qui vont faire une sorte de concaténation jusqu'au plus haut niveau. Tant que les gens tournent le pouce, attendent que tout se fasse au sommet, c'est pourquoi j'en appelle aussi à la CENI. Comment on ne peut pas avoir les élections municipales, locales, urbaines, 3 cycles électoraux après? C'est-à-dire on a des bourgmestres nommés. Non, il faut des bourgmestres élus, redevables. Là, nous avons des conseils communaux, mais qui peinent pour travailler parce qu'il n'y a pas d'infrastructures qui peuvent bien sûr les prendre en charge. J'ai aimé le ministre de l'Intérieur qui vulgarise de loi maintenant. Mais il faut pousser pour que
les chefs de rue n'est pas élu. C'est-à-dire la démocratie directe doit s'opérer. Il ne faut pas qu'on ait des chefs de rue de façade, des chefs de quartier de façade. Et ils ne sont pas élus. Mais il faut que ces gens-là travaillent et fassent des deals au plus haut niveau. Mais tout ça, c'est à partir du plan quinquennal que l'on appelle le plan stratégie nationale, que les gens ne connaissent pas, qui est d'ailleurs séquencé en budget. À ce moment-là, lorsque toutes les structures fonctionnent, la démocratie représentative jusqu'au niveau le plus bas, commune, secteur, et puis au niveau urbain, vous renforcez avec toute la partie de la démocratie directe. Il y a la commission technique belge qui nous a aidés pour faire ça à Kisenso, à Makala. Il faut les faire partout. Vous installez ces gens-là, ils vont aider. Si vous attendez à ce que le sommet fasse tout, c'est impossible. C'est impossible. Donc, je tiens à revenir sur les matériaux de construction. Oui. Vous savez qu'ici à Mai-Ndombe, nous avons le schiste bitumeux. Oui. C'est-à-dire, on peut faire les deals entre le gouverneur de Mai-Ndombe et le gouverneur de Kinshasa pour avoir du bitume. Mais pas seulement. Bas Congo, il y a du ciment. Et on peut faire du deal avec les entreprises Vous leur donnez un parc, un grand parc. Vous voyez comment les grands camions nous dérangent parfois, même en plein jour. Non, vous leur dites la nuit, ça va. Mais quand ils viennent, vous leur donnez un grand parc où ils peuvent mettre leurs véhicules. De là, ils vont au Bas-Congo, ils ne viennent pas. Moi, quand j'étais en Belgique, les gros camions ne passent même pas dans la ville. Ils passent dans la périphérie de la ville. Périphérie, là-bas, ça passe. Mais ici, on a essayé d'imposer cela. On a vu quelques jours après les grands transporteurs qui sont membres de la FEC qui ont enclenché un mouvement de grève. C'est très compliqué. Nous sommes dans des contradictions énormes. Total. Tout simplement parce qu'on n'est pas cohérent. Et c'est de la cacophonie. Parce qu'on n'est pas cohérent. C'est ce que nous recherchons. Je parle, c'est pourquoi, sans vous couper, je parle d'une responsabilité collective. Nous sommes enseignants. Oui. Nous devons faire la pédagogie. Est-ce que vous le faites, ça? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Oui, mais c'est comme on vous appelle. J'ai écrit un livre, vous savez. Bien sûr. J'ai écrit un livre, c'est pour ça. Toutes les entreprises doivent avoir un département de communication. Et communication veut dire relations publiques. Mais combien d'entreprises ont la communication? Les vrais problèmes du Congo, un problème de communication, c'est-à-dire d'organisation. D'organisation. Faire des animations. Quand vous êtes en Belgique, vous vous rendez compte qu'on ne fait plus la sociologie comme chez nous ici. On fait la sociologie des terrains avec des animations. C'est ça. C'est-à-dire, dans chaque carrefour, les problèmes, par exemple, de la violence juvénile, c'est en public qu'on cherche à les résoudre. J'ai donné une conférence à Excel à Bruxelles parce qu'il y a de confiance les assistants sociaux et nos mamans du Congo ici qui disent qu'on entête leurs enfants. Je leur ai dit non. Vous croyez que l'assistant doit résoudre les problèmes? Non. Tout le monde a des problèmes, même en Europe. Il faut à ce moment-là prendre des interfaces neutres comme nous. Nous allons aider à ce moment-là à faire de la pédagogie morale, c'est-à-dire mettre tout le monde ensemble et les auteurs, les enfants qui sont violents, qu'on appelle New Jack et les autres, il faut les écouter. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous faites ceci? Et vous avez un consensus minimum évaluable. Mais qui peut le faire ici? On croit que tout doit se faire au Parlement, tout doit se faire... Évidemment, je ne dédouane pas toutes ces grandes personnalités, c'est clair, ils ont énormément de faiblesses. Mais le consensus doit être consensus fondamental. Par exemple, les matériaux de construction, c'est-à-dire la caillasse, sable, ces choses-là, doivent être résolus, entre autres au niveau des communes, avec ceux qui ont investi là-dedans, notamment les Chinois, que je salue énormément, mais il y a aussi les Pakistanais et les autres. Pourquoi les Congolais n'y vont pas? Parce que les fonds... C'est là le problème. Oui. C'est là le problème, parce que beaucoup de Congolais avec qui j'ai pris langue, ils estiment que l'État leur impose autant de taxes qui ne leur profitent absolument rien, parce que si vous voyez les expatriés, ils sont privilégiés. Mais pourquoi l'État ne veut pas, bien sûr, soudoyer ses propres enfants? Merci. Prenons les fonds pour la promotion industrielle.
Les fonds pour la promotion industrielle, c'est pour la promotion des investissements. La promotion des investissements veut dire des animations pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire, dans les secteurs que vous évoquez, il faut prendre toutes les parties prenantes et les mettre ensemble pour qu'ils trouvent un consensus minimum autour des thèmes particuliers. À ce moment-là, ils deviennent une norme pour eux-mêmes. C'est pourquoi je vous ai dit les normes juridiques ne suffisent pas. Il faut les prolonger avec des normes éthiques. Les normes éthiques sont des normes pragmatiques. Quand vous avez un sujet, ça peut être ce que vous évoquez, M. Akili, c'est le fonds de promotion industrielle est là pour la promotion des industries. C'est-à-dire mettre toutes les parties prenantes ensemble et leur dire quel est le problème. Il ne faut pas entendre une seule partie. Il faut le mettre ensemble. C'est eux-mêmes qui vont trouver des normes inhérentes à leur travail, mais évaluables. À ce moment-là, ils trouvent des porte-paroles, ils prennent des engagements, ils prennent des timings d'évaluation, etc. C'est comme ça que ça... Je vous dis, même en Europe, je me suis rendu compte, avec mon promoteur autrefois en 2009 à l'Université catholique de Louvain, quand je faisais ma thèse, il a dit, même ici en Europe, nous avons un problème de mise en œuvre de loi. Okay. Et nous recourons aux médiateurs. Mais le Congo a une crise de médiation énorme. Crise de médiation, je vous en ai parlé au niveau de la CENI, on ne s'est pas trouvé dans la quiétude, avoir un consensus autour de l'animateur de la CENI, et ça va faire des décennies qu'on n'arrive pas. Même si on arrive à les trouver, mais il ne fait pas l'unanimité. Il ne fait pas l'unanimité. Et regardez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a trouvé, à travers la justice transitionnelle, des gens comme des grands évêques et des grands politiciens qui étaient des consciences politiques. Et les Congos ne manquent pas. Hein. Pour le moment, il y a une vraie crise. Évidemment, Fatih, je vous dis, trouver un deal comme celui-ci, ça ne se reproduit que 50 ans après. Ah bon? Je vous dis, trouver un deal. Je vous donne la différence avec Sicomine, par exemple, les deals avec les Chinois. Les Chinois, et puis les gens croient que c'est nous qui sommes allés chercher ce deal. Hein. C'est un processus naturel. Ah, c'est pas nous? Ah non, je vais vous en parler. Les Américains ont découvert que Glencore corrompait nos agents pétroliers ici. Des centaines de millions de dollars. Mais ce ne sont pas nos services ici, au Congo, l'ANER et les autres qui ont trouvé. C'est FBI, les services américains qui ont trouvé. Et Glencore a accepté. Et il doit remettre l'argent et dédommager. Mais il a été acquitté, vous l'avez suivi, non? Mais au moins trouver, suivre, ça, mais il n'y a pas que lui. Prenez Dan Gettler. Qui a bloqué Dan Gettler? C'est Biden. C'est le président américain qui a sanctionné. Parce que eux, ils ont les instruments nécessaires pour voir tout ce que ces gens font. Ce type de Dan Gettler allait prendre l'argent dans les paradis fiscaux pour venir acheter nos mines à vil prix et les revendre 100 fois plus. Qui gagne? Le Congo ne gagnait que 5% et tout le reste allait à l'extérieur. Mais il les vendait avec la complicité de qui? Il les achetait, oui, avec la complicité de qui? De Kabila, Joseph. Et ce type s'est enrichi tel que... Il faut lire Bloomberg. Il a 70 entreprises dans tous les domaines. Et il a plus de 120 titres miniers du diamant dans tous les sites de Bandundu. Les gens n'évaluent pas encore la richesse de Kabila. Ah bon? Là, vous parlez de Kabila? Kabila Joseph. Vous avez dit, il a combien? Combien de titres? 70 entreprises d'abord, dans tous les domaines. 70 et il a 120 titres miniers dans les diamants, dans tous les sites du Bandundu. C'est pour lui. Ah bon? Mais il n'a que 13 personnes, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses demi-frères et quelques amis comme Bologna et les autres, qui ont un pactole incroyable. C'est un Richard. À cause de mines, c'est-à-dire à cause de la révision de 2002 et 2018, parce que c'est lui qui avait tous ces gens avec son type de Dan Gettler qui a organisé l'environnement minier du Congo. C'est la corruption incroyable. La corruption incroyable. Et ce type a l'argent tel que vous ne réalisez pas. J'ai suivi les avocats de la République, lors du déroulement de son procès, qui réclament à ce que le monsieur puisse payer à la République plus de 24 milliards de dollars américains. Et que l'on lui retire tout ce qu'il a comme part dans des entreprises.
Bon, il y a eu des négociations, entre autres, il pouvait être entendu devant les tribunaux congolais. Vous pouvez réaliser ça. Nous n'avons pas de bons négociateurs. C'est quand on négocie, ils voient toujours leur ventre. Mais moi, je n'ai pas confiance à la justice congolaise. Le chef de l'État l'a dit. Et il a dit dans des mots assez apaisés quand il dit c'est malade. C'est pas malade, c'est chaotique. Je crois que, allons, sur ma recherche, c'est aller vers des solutions. Il faut élire les juges. Ah bon? Ah oui, parmi les solutions, il faut soit les tirer au sort, soit les élire. Et qui doivent les élire? Les avocats? Mais nous avons des affaires, nous connaissons un peu. Moi, j'ai été recteur à l'université de Bunia. Comme d'habitude, on vient mentir, vous avez volé, etc. On me dit, j'ai volé 117 000 $. J'ai dit, une université qui n'a même pas 2000 étudiants. Mais tout ça, c'est des cabales congolaises. Mais j'ai rencontré un avocat incroyable. On m'est allé m'accuser. Quand il m'a regardé, il a appelé les chargés de finances. C'est un exemple que je donne. Il dit non, mais les données sont... Et moi, heureusement, pour chaque acte administratif, j'ai gardé des copies chez moi. Alors, ce type me dit, prof, c'est pas possible. Ce sont des menteurs. Vous savez, je lui ai donné une parcelle, moi. Ah bon? Gratuitement, hein. J'ai dit, je n'ai jamais vu un juge comme ça. Ça veut dire... Un signe de récompense. Bien sûr. Parce qu'il vous a des données. Non, c'est exceptionnel d'avoir quelqu'un en âme et conscience qui tranche. Ah donc... qui ne cède pas. Il ne m'a rien demandé. Les gens justes existent encore dans la magistrature. Alors, il y a une opinion autour des vrais juges. Parce que nous sommes confrontés à eux. Et il faut les élire, soit les tirer au sort. Parce qu'ils seront redevables. La justice est rendue au nom du peuple. Ils seront redevables. Vous savez, excusez-moi, le ministre de la Justice, de bonne foi, il a cru faire l'Hercule. Il ne peut pas, le poids du mal et d'immoralité est tel qu'il vous écrase. On lui marche dessus. On lui marche dessus. L'immoralité, c'est la seconde nature chez nous. Même dans nos universités là-bas, il faut introduire des mécanismes de moralité, absolument. Ça gangrène. Bref, je voulais dire, la solution restera toujours le respect du droit minier. C'est-à-dire le code de 2018. La GECAMINE est devenue un État dans un État. C'est un cadastre. Mais c'est clair. Lorsque ils ont des rentrées, ils disent on ne donne pas à la Banque centrale, ils gardent chez eux comme société commerciale. Et même quand vous prenez les permis d'exploitation, les permis de recherche, ils se les donnent eux-mêmes et font fi du cadastre minier. Mais c'est clair, lorsque vous faites 4 ans avec un permis d'exploitation et que ça ne marche pas, vous remettez au cadastre minier. Et ils ne le font pas? Non, ils continuent comme si... Et parfois, ils transforment en permis d'exploitation sans demander qui que ce soit. C'est un État dans un État. Mais tout ça, c'est non-respect du code minier. Première chose, la question juridique est réglée. Mais il faut gérer la question morale sur des questions telles que je l'ai dit là. Il faut élire les juges. Il faut tirer au sort les juges. Et les juges assis. Tant que nous restons avec cet ancien système, il n'y a rien qui sera résolu. Mais le chef de l'État l'a dit, c'est mal. Quand il dit malade, c'est un mot au moins dur. C'est un cadre normatif chaotique. Chaotique à cause de l'argent. Prenons le ministre de la Justice, les premiers gaffes qu'eux semblent avoir dit, c'est parce qu'il bloquait des comptes, il faisait bloquer des comptes. Quand lui a refusé, parce qu'il bouffe par là. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ils ne pouvaient pas faire l'Hercule pour résoudre les... Il faut un contrôle collectif. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes, nous tous, responsables. À tous les niveaux. Les chefs de la l'État, présidence, la magistrature, le Parlement. Je ne dis pas la présidence parce que le président va pouvoir... Non, mais il y a des services qui sont... Ok, des services, bien sûr. Est-ce qu'ils lisent le plan national stratégique de développement, qui est la vision du chef de l'État mise en œuvre, les 6 piliers? Ça, c'est une question très capitale. Hein? C'est ça la vision. Les gens, la vision du chef de l'État, demandez-lui, ça se trouve où? Ah bon? Mais c'est le plan. D'ailleurs, c'est Mme Soumina, quand elle était ministre de plan, qui a entre autres commencé à élaborer ces plans. Les plans existent. Il est séquencé, il est en 5 ans, mais séquencé en budget, chaque budget, mais ils adoptent le budget par rapport à quoi? C'est priorité, entre autres.
Nous sommes en fait, nous devons être cohérents, c'est pourquoi je vous dis, il faut absolument que le normatif juridique qui est là soit renforcé. Un renforcement de capacité avec des mécanismes moraux qui vont nous aider à résoudre des problèmes, pas nécessairement au-dessus. Au-dessus, c'est déjà très grave. Hein, au-dessus, c'est très grave, ça vous le reconnaissez. Très grave, je peux vous en donner quelques exemples. Ce type de danguette-là fait des facilitations pour aller prendre l'argent dans des banques. Oui. Et quand il vient avec ces banques, avec des intérêts, ce sont nos entreprises qui payent. Et vous voyez, ils payent combien? Je vais garder votre souffle, je vais vous dire. Ok. Par exemple, 150 000 $ par jour. Ah bon? Sur 15 ans. Ah bon? Sur 15 ans. 150 000 $ par jour sur 15 ans. Ça, c'est ce que l'État, la GECAMINE, doit donner à ces banques. 150 000 $. Exemple, 150 000. J'ai prononcé. Ce n'est qu'un seul exemple par plusieurs. Oui. Par jour sur 15 ans. Mais c'est ça Biden. C'est pourquoi Biden a bloqué les vandalismes du patrimoine congolais. Et tout ça, Joseph Kabila est dedans. Ah, comment ça? Mais c'est son type qui a organisé l'environnement un minier. ancien président de la République qui a tout fait aussi pour nous laisser un code minier révisé avec tous les avantages qui en suivaient. Vous savez, M. Akili, tout ça est sur Internet. Vous savez, les mines, il n'y a plus de choses à cacher. Tout ça est sur Internet. Tapez Bloomberg, RDC, Joseph Kabila. Ah bon? Mais tapez, n'importe qui tape, Bloomberg, RDC, il a les banques, il a les hôtels partout, il a le mine, les titres, mais c'est écrit. Les problèmes des Congolais, c'est à nous, pédagogues. C'est-à-dire, moi je suis philosophe, c'est-à-dire je travaille sur le cadre normatif des mines. C'est à nous de dire, allez même dans les sites web du ministère des Mines. Allez lire Centre Carter, tapez mine, Centre Carter, RDC. Tout ce que je dis est dedans. Mais les gens ne veulent pas lire. C'est un riche des richards. C'est un richard, les gens ne réalisent pas. Quand il finance, on dit qu'il finance une guerre, il ne faut pas blaguer. Il est capable de le faire. C'est un richard. Je vous assure. C'est qu'il reste à prouver aussi. Hein. Non, lisez Bloomberg, RDC, Joseph Kabila. Non, vous savez que toutes ces organisations internationales, quand elles ne sont plus d'accord avec vous, elles sont capables de tout créer pour vous nuire. Il n'y a pas que ça. Prenez, lisez, ONG Congo n'est pas à vendre. Mettez ONG Congo n'est pas à vendre. Mais justement, on l'accuse aussi d'être financé par des bailleurs de fonds extérieurs. Mais des gens comme nous, moi qui me finance. Je l'ai fait au nom du patriotisme de mon travail, mon État me paye. Qui le fait? Et j'écris des livres qui sont publics. C'est ça la seule façon d'aider mon pays. Donc c'est un homme qui a pillé cette République. Il a fait un État parallèle. Ah bon? Parallèle. Un État parallèle. Est-ce que... Tu ne peux pas entrer dans un domaine d'affaires au Congo sans le toucher. Sans toucher Kabila? Sans le toucher. Tu ne peux pas. Et dans toutes ces actions, dans différentes entreprises, il n'y a que 13 personnes. 13 personnes. Oui, lui, son enfant, sa femme, ses soeurs, ses demi-frères, 13 et ses amis. C'est tout. C'est tout. Et tout ça, ce n'est pas secret, c'est public. Ah bon? C'est public, ce que je dis est public. Bref, j'aimerais tout simplement dire, comme c'est lui qui avait organisé l'environnement minier, avec les deux codes, il a eu des relations particulières avec les acteurs. Même si avant de partir, le problème de la fiscalité, suicidaire. Oui, même si avant de partir, il s'est posé une sorte de problème au niveau de la fiscalité, parce qu'il a augmenté la fiscalité. Oui. Mais peu importe ce qui était dans sa poche, c'est incroyablement... Mais nous avons suivi que la République venait de récupérer près de 600 carrés miniers. Ça, vous le savez? Oui, j'ai suivi, c'est le chef de l'État en fait qui met en mouvement un site minier et qui le retire. Mais tout ça dépend, mais excusez-moi, je risque d'être assez bizarre. Il faut avoir des collaborateurs qui montrent au chef de l'État ce que... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les collaborateurs du chef de l'État lui ont demandé qu'il écrive à Biden pour qu'il le laisse dans Guelpher, sans sanction.
Et il a écrit. Le chef de l'État a écrit à Biden. Mais tout ça, c'est des collaborateurs mafieux. Qui en tirent profit également. Toujours parce qu'ils ne veulent pas que les autres approchent les chefs de l'État. Voilà les problèmes. Et ce qui a été fait, hein. Je vous dis que le chef de l'État a écrit, mais tout ça, c'est un peu l'héritage de Biden que continue Trump. Mais dites-nous, au regard de tout ce que vous donnez vous faites comme révélation, est-ce que vous pensez qu'avec l'avènement de ces deals, l'ordre va être repris ou retrouvé dans le secteur minier? Absolument. Pourquoi? Je comparais avec Sycomine, le deal avec la Chine. Ouais. Il n'y a pas eu le volet sécurité. Il n'y a pas eu le volet sécurité. Ça veut dire, et ça a commencé avant. Je vous ai donné l'exemple de Glencore, qui a corrompu nos gens du pétrole, ils savent des centaines de millions de dollars. Et quand je voyais les ministres sortant se pavaner avec les gens de Glencore, je me disais, est-ce que ce type est informé de ces choses, avec Glencore par exemple, hein? Évidemment, ces choses demandent toujours de prendre position pour son pays. Donc, la question sécurité ne s'est pas posée avec les deals. Les Américains nous ont aidés avant. Avant ça, en attrapant ces gens. Ah bon? Oui, ils ont attrapé Glencore, ils ont attrapé Dan Glencore avec des sanctions. C'est une continuité. Et ça, la Chine, vous voyez comment on a été malmené par la guerre, la Chine avait croisé le bras. Bon, la Chine, tout ce qui lui intéressait, c'était prendre des minerais. Le chef de l'État a demandé la révisitation. Et vous savez où nous en sommes. Et je prends le fils qui a profité également à beaucoup de Congolais, parce qu'avec l'affaire des jetons, 30 millions de dollars. Mais prenons les barrages de Boudana. Nous avons maintenant une participation de 14%, de 40%. Mais ça, c'est le chef de l'État, Félix Antoine. Hein? Mais le grand problème aujourd'hui des mines, c'est l'énergie. Ouais. Avoir un barrage construit à la suite du deal, mais il faut aussi la partition. Toutes ces joint ventures, le Congo a toujours en moyenne 30% alors que nous sommes propriétaires. Et les étrangers ont 70%. Presque partout. Alors, c'est nous les problèmes. C'est nous qui allons négocier, qui posons le problème. Parce qu'on ne sait pas prendre parti pour son propre pays. On privilégie ses intérêts égoïstes pour se retrouver. Il faut des mécanismes moraux. Prenez Barrick, le premier mondial en or. C'est celui qui gère l'or en Ituri. L'Ituri est de l'autre côté. Là, on dit qu'il fait des prouesses sur ça. Et on nous rétrocède 10%. On a 10%. Mais 10%, mais il faut 10%, on peut l'entendre assez peu, mais à quel chiffre? Le premier producteur de l'or au monde, par exemple, c'est lui qui est l'actionnaire principal là-bas avec l'État congolais. Notre sol à nous, des matières épuisables, il donne 10%. C'est incompréhensible. Si nous étions sérieux, il fallait qu'il donne combien? Moitié, le minimum c'est 50-50. Ah bon? Comment ça? C'est de notre matière, ce sont nos matières. Mais vous en avez et puis vous ne savez quoi faire avec. Ah, vous voyez la responsabilité collective. C'est ça. Mais il ne faut pas nous attarder là-dessus, voir quels sont les mécanismes qu'il faut. C'est pourquoi j'ai proposé. Vous savez, un des grands problèmes, c'est l'argent. C'est pourquoi on a mis des coopératives minières au niveau industriel, au niveau plutôt artisanal. Mais il faut vraiment aider à ce que ça se fasse, avec des mécanismes tels que je l'ai dit, les élections, par exemple au niveau des juges, ça j'en ai parlé, mais à ce niveau-là, on voit les statuts de la coopérative et puis on s'implique comme de médiateurs, de gens qui connaissent le secteur, entrent dedans parce que la question juridique est réglée, mais ne règle pas la question morale. Espérons que ces gens qui sont considérés comme étant des experts, vous serez acceptés facilement, surtout parmi les plus proches. Vous savez, à qui qu'on soit accepté ou pas, nous on va écrire et on va parler comme ça. Et lorsque l'opinion... Vous savez, le but de la politique, c'est de politiser le peuple. C'est-à-dire... Le peuple soit abruti également. Non, pas abruti. Le peuple est désorienté. Je vous donne un exemple. Mais c'est ça le problème. Oui, désorienté. C'est à nous de donner de la lumière, d'expliquer et de canaliser sans être... On laisse les sujets
qui sont capitaux, et puis, bon, on pousse le peuple de s'intéresser toujours à la politique. Qui a fait plein, qui a dit ceci. Les sujets essentiels, on les laisse. Que veut dire politique ici? Il y a deux objectifs de politisation, c'est-à-dire éclairer l'opinion du peuple et lui doter des arguments. Parce que la politique fonctionne de deux manières, soit par marchandage, soit par délibération politique, c'est-à-dire débat. Il faut que quand il débat, qu'il ait la matière. Mais deuxièmement, c'est l'action politique. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une opinion politique. Aussi faut-il que... Il faut que les actions suivent. Les actions suivent pour dramatiser. Parce que c'est quand on dramatise que la question monte à l'ordre du jour du gouvernement, par exemple, du Conseil des ministres. Parce que l'enjeu final, c'est que le point soit inscrit à l'ordre du jour du gouvernement. C'est ça le problème. Les jours où la question ici de la salubrité ici sera inscrite à l'ordre du jour, de façon principielle, vous verrez, ça va changer. Parce que le chef de l'État va prendre des orientations, il va donner de l'ordre. L'enjeu politique, c'est que le peuple puisse lancer une action capable de dramatiser l'affaire et ramener la question à l'ordre du jour du gouvernement. Professeur Barnaby Milala, nous touchons déjà vers la fin de ce magazine. Mais ici, vous avez évoqué le cas de beaucoup de fonds qui ont été créés. C'est comme, pas plus tard que lors du Conseil des ministres, le chef de l'État ou le gouvernement a annoncé la création d'un fonds d'investissement stratégique. Voilà. Mais au regard de tout ce que l'on a créé, est-ce que vous pensez que ces fonds viennent aussi pour permettre aux animateurs de s'enrichir ou bien c'est pour travailler pour le compte de la République? Je réponds, d'abord il y a des clés de répartition pour les redevances. Donc vous avez la grande part, c'est le gouvernement national et puis provincial. Et puis vous avez par exemple les fonds miniers, mais vous avez également un fonds pour les victimes de guerre, etc. Et on a ajouté. C'est la clé de répartition. Mais le vrai problème, c'est lequel. Je vous donne un exemple. La vallée de Mongafula là-bas, on prend du sable. C'est les mines qui gèrent. Mais allez voir, avant la pluie, quand la pluie va venir, tel qu'on lotit là-bas, et puis on prend les sables, on s'enfonce de plus en plus. Ce problème n'est pas... C'est-à-dire, en perspective, il y a une inondation. Et les gens vont mourir. Bien sûr. Ça va. Le plus important, c'est qu'au niveau institutionnel de base, mais vous n'allez pas demander au chef de l'État d'aller dans la vallée de Mongafula là-bas. Non, mais lorsqu'il y a des inondations, c'est lui qui est visé. Malencontreusement. Donc il faut que le bourgmestre alerte. Et que le gouverneur, au niveau du gouvernorat, mais il ne faut pas attendre de fait accompli. Donc j'aimerais tout simplement dire pour cette question, d'ailleurs le ministre de Mines a pris un acte juridique qui donnait un délai en ce qui concerne le fameux 0,3% de chiffre d'affaires à rétrocéder aux riverains, ou à la communauté locale. Il faut que le ministre joue le rôle. Ils peuvent prendre des circulaires et prendre des sanctions. Mais souvent, malheureusement, ce n'est pas laxisme, tentative de corruption, quoi. On ne sait pas donc. Mais dans tous les cas, j'aimerais finir par là. Le problème de l'initiative pour la transparence des industries extractives, c'est lorsqu'il y a transparence, les gens lisent les publications de l'ITIE. À ce moment-là, il y a participation. Ce qu'on cherche, c'est la participation. Quand les gens connaissent les secteurs, il n'y a plus de gens qui agissent, il y a un contrôle collectif de l'opinion, mais il y a un contrôle institutionnel qui est poussé par le contrôle de l'opinion. À ce moment-là, on arrive. Mais si un gestionnaire, DG de le conseil de l'administration de la MIBA, et la personne ne lui parle, il est là, mais il va faire ce qu'il veut. Donc le problème, c'est organiser le contrôle collectif. Il y a pour nos 9 entreprises de l'État, une qui est des Hydrogabis, 8 qui est dans le domaine des mines. Parfois, il n'y a pas, l'IGF ne passe pas par an, parfois, la Cour des comptes ne passe pas, le Parlement ne contrôle pas. C'est comme le cas de la JICAMINE, l'État dans un État.
Voilà le problème. Donc, mais quand vous grattez un peu, vous allez vous rendre compte que c'est des compromissions motivées. Merci beaucoup, Prof Milala. Bref, vous signez et persistez que lorsque les Américains vont venir, en tout cas, tout ce que l'on a enregistré comme situation chaotique dans les secteurs miniers, cela prendrait fin. Ils sont déjà là depuis quelques années, je vous ai dit. Oui. Ce sont eux qui nous ont... Et ils vont renforcer. D'une manière concrète maintenant, pour renforcer, renforcer la sécurité, surtout la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que la politique américaine refuse maintenant de l'aide. Dit, faisons des partenariats pour profiter des opportunités. Il n'y a que le Rwanda qui ne comprend rien d'ailleurs. Hein? C'est-à-dire organiser au niveau sous-régional, au niveau local. Vous savez, regardez toute la poussée de corridors de l'océan Indien avec la Chine. Bientôt, ils sont avec le Burundi et la Tanzanie, de rail. Mais c'est ce que Léopold avait fait. Hein? Ce n'est pas nouveau ce qu'on fait là. Léopold a travaillé avec un régime concessionnel. C'est-à-dire, on échange, même la Chine fait ça, c'est-à-dire en échange de concessions, soit on construit une zone industrielle, on construit une zone aéroportuaire, ou bien on construit des barrages en échange. Mais le problème, c'est les négociateurs qui doivent évaluer. Souvent, nos Congolais, nous, on évalue en deçà. C'est ce qui est arrivé avec ce commune, et puis on va faire la révisitation de contrats, etc. Donc, l'Amérique a toujours a fait de bons offices sécuritaires, en bloquant ces gens parce qu'ils contrôlaient les paradis fiscaux où on allait prendre l'argent pour venir ramasser les mines, les plus grandes mines comme Mutanda Mining du monde, en cobalt, on l'achète à vil prix. C'était ça. Et heureusement, c'est l'Amérique qui vient, qui tape le poing sur la table pour que... Donc c'est des choses qu'on formalise, mais qui fonctionnaient. Et donc, beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Merci. Mais vous avez été très dur envers certains Congolais qui font des lobbying pour que ces deals ne puissent pas passer. Également envers le cardinal. Vous avez parlé de l'idiotie. Non, pas lui. Je n'ai pas taxé le président de l'idiotie. Et le cardinal, j'ai dit qu'il était extrémiste. Et ça, je garde. C'est un extrémiste. Vous parlez mais de certains politiciens leur démarche... Leur démarche, ils font quoi? Ces gens, quand ils sont derrière Joseph Kabila, moi je ne suis pas d'accord. Ce type a mis les pays par terre en créant un État parallèle. Je vous assure. Vous savez, nous avons 3 moments importants dans le domaine des mines. Léopold II, Mobutu et Mobutu pille avec Glencore. Depuis 70 jusqu'aux années 90 commence les régimes Kabila 1 et 2. Commence un deuxième cycle de pillage. En tout cas, il faut que l'opinion soit informée de tout ça. Nous allons y revenir. Mais ils peuvent lire Centre Carter. Ça y est, c'est libre. Donc vous n'êtes pas d'accord avec tous ces Congolais qui sont derrière Joseph Kabila. Pour vous, c'est... Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que ce type est. S'ils avaient compris, personne n'aurait accepté d'être derrière lui. Ah bon? Je vous assure. Mais lisez Bloomberg, mettez Bloomberg sur Internet. Bloomberg, Joseph Kabila, Bloomberg RDC, lisez ça. Vous allez vous révolter. Et il n'a jamais démenti. Jamais démenti. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci au professeur Barnabé Milala qui est expert en gouvernance minière. Je crois que nous allons encore vous recevoir pour d'autres sujets qui concernent toujours les secteurs miniers. Et j'annonce que vous venez encore d'écrire un livre sur la révisitation du secteur minier du Congo-Kinshasa, capacitation des normes et des théories de la gouvernance, donc de Léopold II à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous considérez d'ailleurs comme étant les meilleurs qui remet le Congo sur le rail. Du point de vue de ce deal, il n'y aura pas de concurrent pour 5 décennies qui viendront. Et espérons que le deal sera signé. C'est ça. Il est déjà accepté. Merci mesdames, messieurs. À très bientôt.